Et salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble un émulateur de PC qui s'appelle PCEM. Je vais essayer de comprendre comment ça se fait que, pour ma part en tout cas, j'ai jamais découvert cet émulateur auparavant, alors que pourtant son développement a commencé en 2007, donc ça commence à faire un moment. Et de voir en fait en quoi il est différent finalement d'une machine virtuelle classique. Donc on va commencer par aller sur le site internet de PCEM et on va déjà commencer par jeter un œil à ce à quoi il propose et expliquer un petit peu en quoi il diffère d'un VMware et consorts. Donc en fait, on voit qu'effectivement il y a quand même une grande portée jeu dans ce que PCEM propose, mais sa grande spécificité par rapport à un VMware par exemple, ça va être de permettre de choisir le hardware qu'on va mettre dans notre machine virtuelle, un petit peu comme si on se reconstruisait un ordinateur avec des pièces détachées, mais virtuellement. Ça va nous permettre en particulier d'avoir des vitesses de fonctionnement et des réactions qui seront celles qui étaient celles des machines de l'époque. Donc on va commencer par télécharger la dernière version, donc en l'occurrence c'est la version 16, là on est fin 2020. Probablement ça évoluera. Le logiciel est toujours en cours de développement, donc il y a des nouvelles versions qui sortent assez régulièrement. Donc on le décompresse, on essaye de lancer le soft et il nous dit qu'il n'y a pas de ROM présente. Alors, donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Dans le répertoire ROM, on voit qu'il y a plein de matériel qui est déclaré, mais on a juste un fichier texte et pas de fichier à l'intérieur. Donc on va faire une petite recherche sur Google. Donc voilà, très facilement on tombe là-dessus, c'est le site vers lequel tout nous renvoie. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec GitHub, je vais vous montrer la manière dont il faut procéder pour télécharger toute l'archive. Voilà, on va cliquer sur code et on fait download zip. Ça va permettre de récupérer l'intégralité du contenu du GitHub. Donc une fois ce dernier téléchargé, on va décompresser le contenu bien évidemment et le mettre dans le répertoire ROM. Donc je vous conseille de le faire en deux étapes, c'est-à-dire de le décompresser dans le répertoire de téléchargement et de récupérer le contenu de votre répertoire qui est ainsi créé et de le recopier dans le répertoire ROM de PCEM. Donc on va remplacer tous les fichiers et donc là cette fois-ci on a toute une série de ROM qui sont disponibles, comme on le voit là pour le PC 1512 qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, là c'est tout ce dont vous allez avoir besoin en fait pour faire fonctionner l'ensemble. Donc je vais vous fournir une grande partie des choses en lien dans les commentaires comme d'habitude. Sachez que vous allez donc avoir besoin, vu qu'on a comme objectif d'installer Windows 95, d'images de disquettes de DOS, et qu'on va aussi avoir besoin du coup d'un driver pour lecteur CD, parce que les CD de Windows 95 n'étaient pas bootables. Donc on va donner un nom, on va se créer une nouvelle machine, on va l'appeler la Cyrix M2, vu que c'est le processeur que j'ai l'intention de mettre dedans. Et on va configurer cette machine. Donc moi ce que je vous suggère, c'est de suivre la carte mère que je choisis. Alors elle a une limite de capacité de mémoire, mais en contrepartie elle pose moins de problèmes quand on va essayer de faire fonctionner Windows avec une 3DFX, ce qui va nous intéresser tout à l'heure. Donc vous voyez en fait on a toute une gamme de processeurs accessibles, donc encore une fois, moi ce qui m'intéresse, on va prendre le plus gros Cyrix M2, le 333. Donc voilà, on met le maximum de mémoire qu'on peut mettre sur la carte. En carte graphique, la plus grosse carte graphique qui est disponible, c'est l'ATI Graphics Pro Turbo. Donc on va prendre celle-là, ce que je vous conseille de le faire systématiquement, surtout si c'est pour jouer. On va cocher Vodou graphique et on va aller choisir une Vodou 2. Et puis on va partir là-dessus. On va sélectionner une petite carte son, on va se prendre une petite Sound Blaster 16, tranquille. On va désactiver le deuxième lecteur de disquette parce que globalement nous on en a besoin que d'un seul. On va laisser une émulation de lecteur CD qui va nous permettre de monter des ISO. Et donc on va créer un disque dur. Donc là on rejoint le même principe que dans les machines virtuelles classiques.
Donc ce que je vous suggère de faire, c'est de créer un répertoire HDD dans le dossier PCEM et de lui donner un nom explicite, parce que vous allez voir qu'on a la possibilité d'ouvrir des disques durs d'une machine à l'autre. Donc mettez 1024 mégas, c'est-à-dire 1 giga, ça laisse suffisamment de latitude pour pouvoir travailler, installer des jeux et être tranquille. Donc on va prendre une souris, une IntelliMouse, pas de carte réseau parce que des tests que j'ai fait ça marche pas très très bien. Et puis on va pouvoir se lancer maintenant. Donc voilà, donc, pour ceux qui connaissent, on tombe sur un écran de démarrage d'ordinateur avec des vieux BIOS en mode texte. Donc on va pouvoir regarder un petit peu les options qui sont mises à notre disposition. Donc on a la possibilité de charger des lecteurs de disquettes, de charger des images de CD-ROM, éventuellement des backups de cassettes. La partie qui va nous intéresser, ça va être la partie vidéo, ne serait-ce que pour que vous y voyez quelque chose justement sur cette vidéo. Donc on va doubler la taille de l'image. Donc voilà, on a accès encore à 2 ou 3 petites choses. On va pouvoir faire des copies d'écran en particulier directement à partir du jeu et avoir un petit tableau de bord de ce qui se passe sur la machine. Donc voilà, là en l'occurrence on voit que la machine virtuelle fonctionne à 100% de la vitesse de la machine d'origine. C'est-à-dire que il pourrait arriver par exemple sous certaines conditions qu'on passe en dessous des 100%, soit parce que le processeur est trop petit, ou soit parce qu'on fait vraiment une action qui met à la peine l'émulateur. Bon après je suis pas forcément un exemple parce que j'ai vraiment une grosse machine, mais en tout cas moi j'ai dû avoir des passages à 98%, mais c'est très très rare quoi. Donc ça je vous suggère de le faire pour éviter d'avoir des temps de chargement trop longs. On va désactiver donc les lecteurs qui ne nous intéressent pas. Bien vérifier qu'on boot sur le lecteur de disquette en premier, parce qu'on va en avoir besoin. Et au passage, activer la détection, faire la détection du disque dur physique qu'on a déclaré, donc le disque dur qu'on a déclaré de 1 giga, comme ça au moins ça évitera qu'il le détecte à tous les démarrages. Ça permet de gagner un petit peu de temps sur les boots en fait, tout simplement. Donc voilà, là on va donc démarrer notre machine virtuelle et donc assez logiquement il va nous dire qu'il n'y a rien qui lui permet de le faire fonctionner, le disque finalement est vierge. Donc on va charger l'image d'une disquette, la disquette 1 du DOS en l'occurrence, et on va taper Entrée. Ça va nous permettre de lancer le démarrage de MS-DOS. Donc ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour info, l'idée c'est de réussir à rentrer l'installation complète du système en moins d'une demi-heure. Et vous allez voir, ça rentre, il suffit de suivre mes instructions. Ce que vous êtes en train de voir, c'est du temps réel. Je n'ai pas du tout compressé le temps d'installation. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez vu qu'en bas, dans les commentaires, vous avez des raccourcis qui permettent d'atteindre certaines étapes de la vidéo. Ça vous évite de tout vous retaper si jamais vous cherchez à atteindre une chose en particulier. Donc voilà, on a lancé la préparation du disque dur par la disquette de MS-DOS. On l'a laissé faire sa vie, il fait ça comme un grand tout seul. Donc là on va redémarrer sur la disquette et l'installation va pouvoir reprendre. Donc là du coup le disque est formaté, du coup sur le tour d'avant on a fait la partition, donc on a créé une grosse partition de 1 giga, un petit peu plus en l'occurrence. Donc voilà, le formatage est en cours. Donc comme vous pouvez voir, contrairement à une VM, on est vraiment dans des vitesses qui sont les vitesses d'origine, parce que par exemple dans VMware, formater une partition en ayant installé un MS-DOS, une partition de 1 giga, ça prend moins de 3 secondes. Là on est vraiment dans quelque chose qui correspond à la réalité de l'époque, à ce que j'ai connu dans ma prime jeunesse par exemple, dans mon adolescence pour le Sir XM2, parce que j'en ai eu un, il y a bien longtemps de ça. Donc voilà, maintenant qu'on a quelque chose de fonctionnel, on va pouvoir lancer l'installation du DOS. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, en fait on voit en bas à droite les fichiers qui sont en train d'être copiés sur le disque dur. Et puis donc on a les petits messages informatifs de Microsoft qui nous expliquent que c'est maintenant ça va être maintenant le moment où on va remplir la carte de garantie et on va pouvoir déclarer notre version de Windows. Donc bon, là je vais vous laisser le temps de passer à la prochaine disquette. Donc voilà, donc là on va installer la disquette 2. Alors pour reprendre la main, comme c'est marqué en haut de la fenêtre, on va faire CTRL fin.
ça va nous permettre de récupérer le curseur de la souris. Donc là on va faire disque, change disque, et on va choisir la disquette numéro 2 de MS-DOS. On reclique dans la fenêtre de l'émulateur et on tape sur entrée. Et de cette manière, en fait, on va continuer l'installation. Donc voilà, donc là on va installer la disquette numéro 3. La même manip, hein, toujours. Et donc oui, alors double space, ça c'est vraiment un truc amusant. À l'époque du MS-DOS 6, on commençait à avoir des versions de Windows. Et du coup, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à l'époque on n'avait pas des gros disques durs. Et effectivement, c'était très tentant double space, parce que vu qu'on avait des disques durs qui faisaient, moi je crois que je devais avoir, la première fois que j'ai installé MS-DOS 6, un disque dur qui devait faire 45 mégas ou 50 mégas, quelque chose comme ça. Donc c'était plutôt pas mal, ça faisait envie, sauf que en vrai ça prend plein de mémoire et puis ça marche pas quoi en fait. Ça double l'espace disque quand il n'y a rien sur le disque, et puis malheureusement quand le disque se remplit, comme vous pouvez imaginer, il n'y a rien de magique là-dedans. Bon. Allez, donc on va retirer les disquettes comme nous demande le système, donc on va refaire CTRL fin, on va faire disque et on va faire eject drive A, et donc on va retourner dans la fenêtre, on tape 2 fois sur entrée, et là on peut maintenant faire en sorte que le système boot automatiquement sur le disque C. On n'aura plus besoin de booter sur le lecteur de disquette, donc c'est pareil, ça permet d'économiser un petit peu de temps et de faire disparaître un petit message d'erreur, no disk boot found, ou un truc comme ça qui pourrait apparaître. Donc voilà, là on voit que on démarre sur C et on voit qu'on a un DOS installé, donc on voit qu'on est sur ces 2 points. La commande dir, ça permet de lister le contenu d'un répertoire. Donc là j'ai lancé QBasic, parce que ça rappellera probablement des souvenirs à certains d'entre vous. C'était un logiciel qui était installé dans toutes les écoles et qui permettait de faire fonctionner Gorilla, qui était un petit jeu auquel tout le monde pouvait jouer du coup. Alors maintenant, donc j'ai monté dans le lecteur de disquette une disquette qui contient un driver CD. Donc on va aller sur A2 points, en tapant A2 points, et ensuite on va taper setup.bat. La raison pour laquelle on le tape en entier, c'est qu'il y a un setup.exe qui lui est un programme Windows. Donc évidemment, si vous tapez setup tout court, c'est setup.exe qui prendra la priorité et ça marchera pas. Donc voilà, là on voit que le driver du lecteur CD a bien été installé, vu qu'on avait mscdex qui apparaissait à la fin de l'autoexec.bat, qui est un des fichiers de démarrage de DOS. Donc on redémarre en faisant un CTRL supr, donc en faisant système et CTRL supr. Là on voit le driver du lecteur CD qui se charge, donc c'est tout bon, et on voit qu'on lui a attribué la lettre D. Donc on va monter une image ISO de Windows 95. Et on va lancer l'installation. Donc on va faire D2 points pour aller sur le lecteur D, et on va lancer install.exe. Et là, je vais vous laisser avec l'installation de Windows. Non, je déconne. Ça risque d'être un petit peu long et un peu chiant. Donc on va faire l'installation ensemble. Donc tiens, pour ceux qui n'ont pas connu Windows 95, on a vraiment typiquement des périphériques Microsoft d'époque qui sont sur l'arrière-plan de cet écran d'installation, en particulier pour le clavier ergonomique. Et en dessous, on a vraiment la souris Microsoft typique à 2 boutons, à une époque où les molettes n'étaient pas encore démocratisées. On avait même globalement plus de chances de tomber sur une souris à 3 boutons qu'une souris à molette.
Voilà, donc on va suivre les instructions. Là, on va le laisser s'installer sur ces 2 points. De toute façon, on a juste une partition, donc on va pas s'embêter. On va lancer l'installation par défaut et on va taper une clé Windows 95. Donc là, vous m'excuserez, hein, vous ferez comme moi, hein, je floute, hein, mais c'est très facile à trouver. Hein. Vous attrapez Google, vous cherchez Windows 95 Serial et vous allez en trouver assez facilement, quoi. Moi, j'en ai un vrai, parce que j'ai un Windows 95 dans mes archives. Mais bon, si c'est pas votre cas, sachez que c'est vraiment pas difficile à trouver. Bon, alors on va lui dire qu'on a une carte son et qu'on aimerait bien qu'il l'installe, hein, ça va nous éviter d'avoir à faire le taf. Et on va laisser l'installateur de Windows s'occuper de faire l'analyse de l'ordinateur au niveau du hardware. Et donc là, on va voir vraiment le côté intéressant de PCEM, qui va vraiment non pas émuler un hardware spécifique par exemple... pour reprendre VMware, qui est une solution que je connais bien, on va pas avoir un hardware spécifique VMware, un hardware générique et spécifique qui va nécessiter des drivers particuliers. Et là, on va vraiment avoir à utiliser les drivers du hardware qu'on a déclaré à l'intérieur de notre machine virtuelle. Et donc, du coup, c'est quand même plus sympa, quoi. Ça va aussi vous permettre de découvrir, pour ceux qui sont nés après 2000, les galères qu'on pouvait rencontrer par exemple avec les 3DFX. Et encore, là on n'a pas la pire des combinaisons que moi j'ai connues, on n'a pas la possibilité de la reconstruire. Mais bon. Donc voilà, là il fait sa vie, hein, il est en train de terminer de faire sa détection. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si d'aventure vous deviez couper l'installation de Windows 95 à ce moment-là, ou que vous deviez casser l'image, il n'y a pas de souci, hein, vous avez juste à supprimer, soit à recréer une nouvelle image disque, soit à supprimer l'image ancienne et en recréer une nouvelle. Ça porte pas du tout à conséquence. Et puis vous voyez, hein, là on en est à 17 minutes, sachant que j'ai pris à peu près 5 minutes avant le début de l'installation, donc il faut compter à peu près un petit peu plus de 10 minutes pour en arriver jusque là. Donc encore une fois, on n'est pas vraiment, enfin c'est pas horriblement chronophage, si jamais pour une raison X ou Y l'installation se plante là, c'est pas dramatique du tout, quoi. Ah, l'architecture 32 bits de Windows 95, robustesse et performance, ça fait rêver, hein. Alors oui, le système multitâche permet d'utiliser plusieurs programmes en même temps, parce que Windows 95 est la première version de Windows qui était véritablement multitâche. Les versions antérieures, à savoir Windows 3.11, 3.1, 3.0 et toutes celles qui étaient avant, bien évidemment, n'étaient pas multitâche. Vous pouviez effectivement lancer des programmes en simultané, mais ils fonctionnaient avec des bascules de contexte, hein, c'est-à-dire que vous aviez soit un programme, soit l'autre, mais il y avait finalement assez peu de programmes qui étaient capables de se partager proprement le temps. Alors il y avait des astuces, hein. Je pense que, enfin moi je suis pas développeur, donc je saurais pas exactement dire la manière dont ils procédaient, parce qu'il y avait quand même certains programmes qui étaient capables de travailler en concurrence, mais néanmoins c'était quand même très très rare, même dans Windows 3.11. Et effectivement le passage de 3.11 à 95, c'était vraiment quelque chose de particulièrement violent. Là, vraiment, il y a la marche qu'il y a entre Windows 3.11 et Windows 95. C'était incroyable. Moi, je m'en souviens très très bien quand j'ai fait cette bascule-là. Et on avait vraiment l'impression de passer de la nuit au jour, quoi. C'était vraiment hallucinant. Et j'avais eu un peu la même sensation quand j'étais passé de Windows 3.0 à Windows 3.11 directement, où vraiment il y avait déjà des grosses évolutions graphiques et au niveau du look and feel. Mais ne serait-ce que dans Windows 95, l'apparition du menu démarrer, qui était vraiment une nouveauté de cette version-là, donc qui évidemment a perduré jusqu'à maintenant. Au-delà même de ça, la manière dont fonctionnait le système était quand même assez différente visuellement et en termes d'organisation, et c'était beaucoup plus simple que ça l'était auparavant. Et au-delà même de ça, il y a beaucoup de choses qui étaient complètement inaccessibles dans Windows 3.11, tout simplement parce qu'elles n'existaient pas, qui devenaient accessibles dans Windows 95. Et c'est vrai que ça faisait vraiment, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable de faire ce passage-là, quoi.
Donc vous voyez, hein, on a fini la première partie de l'installation, donc on va pouvoir faire notre boot. Alors, une petite astuce pour ceux qui ne savent pas, si jamais vous décidez de faire une machine virtuelle sur une autre carte mère qui accepte plus de mémoire, vous pouvez couper le comptage de la mémoire, d'ailleurs ça reste encore vrai maintenant, vous pouvez couper le comptage de la mémoire en appuyant sur échappe, sur la touche échappe pendant qu'il est en train de se faire. Ça permet d'accélérer le comptage et d'éviter la vérification en fait. À nouveau la repartie. Ah oui tiens, j'avais pas fait gaffe, il y a des câbles réseau et un CD-ROM, et effectivement la démocratisation du CD-ROM va commencer avec Windows 95, et c'est aussi là qu'on va avoir tous ces éditeurs de logiciels qui cherchaient désespérément à blinder le contenu des CD ils ne savaient pas quoi en faire en fait, hein. C'était beaucoup d'espace, alors que jusqu'à maintenant on utilisait essentiellement des disquettes. Ça faisait beaucoup d'espace, et c'est assez logiquement que les premiers programmes qu'on va avoir trouvés sur des CD, ça va être Encarta, donc ça va être soit des applications d'encyclopédie, ou alors des cartes, hein, ou ce genre de choses, quoi, des formats qui prenaient, qui intégraient beaucoup de données. Mais enfin, beaucoup de données, c'est quand on passe d'un support qui est capable de gérer, d'un logiciel qui tient sur 4 disquettes, donc qui va tenir sur 6 ou 7 mégaoctets, et qu'on en donne 640, je vous cache pas que les premiers, il n'y avait pas grand chose dedans malgré tout. Donc voilà, premier démarrage avec le whistle, le fameux de Windows 95. Donc vu que j'ai fait une installation typique, ce que je faisais jamais à l'époque d'ailleurs, maintenant je m'en souviens, on a des morceaux d'Internet Explorer qui s'installent. Donc on va en profiter pour regarder qu'est-ce qu'on a en erreur. Alors le PCI Multimedia Device qu'on a là, c'est toujours une carte 3DFX. Donc là en l'occurrence le boulot a été bien fait, parce que tout le hardware qui était dans la config a bien été reconnu comme il était reconnu à l'époque, et Windows 95 intégrait les drivers de tout ça, donc ça c'est top. Par contre effectivement pour la 3DFX il va falloir qu'on procède d'une autre manière. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas se faire un partage réseau, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer une image ISO avec les drivers. Donc moi j'utilise WinISO là dans ce cas présent, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. On va mettre tous les drivers dont on a besoin, donc là j'en ai même un petit peu trop, hein, parce que là j'ai un driver 3DFX, j'ai DirectX 8 qui va nous servir pour permettre d'avoir un système un petit peu plus à jour. Et puis j'ai aussi les drivers Sound Blaster, et puis le driver de RTL 8039, mais on n'en a pas besoin. Et puis je rajoute une petite surprise, hein, comme ça ça permettra de voir si tout fonctionne correctement à la fin. Donc on va se créer un petit répertoire ISO, toujours pareil avec HDD dans le répertoire de PCEM, et on va se faire une ISO qu'on va appeler driver, hein, par exemple, hein, voilà. Et grâce à ça en fait on va pouvoir accéder à nos drivers facilement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter notre image de CD-ROM, donc on va aller la chercher dans le PCEM, voilà, ISO, driver.iso, et on va pouvoir y accéder directement par le biais du poste de travail. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. L'installation de cette partie-là fait redémarrer l'ordinateur. Donc effectivement, j'ai pas été assez rapide, ou trop rapide. Il va falloir attendre un petit peu qu'il termine l'installation d'Internet Explorer 4 pour pouvoir de nouveau avoir la main et pouvoir installer le matériel que l'on souhaite installer. Bon, en l'occurrence, ça va aller assez vite, hein, parce qu'on n'a pas besoin spécialement d'autre chose que de la 3DFX. Mais bon, donc voilà, là on a la fin du paramétrage de tout ce petit monde. Voilà, les merdouilles avec Active Desktop. Alors ça, c'était vraiment un truc aussi. Active Desktop, c'est transformer votre fond d'écran en page internet. Donc du coup, au lieu d'avoir une image en fond d'écran, on a une page internet qu'on va pouvoir personnaliser, donc c'est du HTML. Et moi je m'en suis jamais servi. Mais bon, cela dit, ça permet par exemple de créer des fonds où on va pouvoir accéder facilement à telle ou telle chose avec des liens, des liens hypertextes. Alors tiens, ça c'est une astuce de l'époque. Ce que vous allez faire, vous allez monter le CD de Windows 95, et vous allez copier le répertoire Win95 à partir du CD sur votre disque dur. La raison, c'est que assez régulièrement, Windows 95 et Windows 98 aussi d'ailleurs,
vont vous demander d'accéder à certains fichiers d'installation, donc à ces fameux fichiers câbles, à les cabinettes qu'on voit qui sont en train d'être copiés. Et plutôt que pour vous éviter de toaster les CD et puis d'être obligé de faire des allers-retours pour pouvoir y accéder, moi ce que je faisais, c'est que je mettais tout directement, donc le répertoire Win95 sur ces 2 points, et quand il me demandait d'accéder au répertoire des Win95, en l'occurrence, donc qui était dans notre cas le lecteur CD, j'avais juste à le renvoyer sur C Win95 sans être obligé de m'embêter à toaster à l'époque, à aller chercher mon CD, à essayer de trouver où il était, et puis à le mettre dans le lecteur, attendre que le lecteur veuille bien le lire, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est pour s'économiser du temps, hein, tout simplement. Voilà, ah oui. C'était les premières versions de la réorganisation automatique. C'était les premières versions de la réorganisation automatique et effectivement, il réorganisait dans l'ordre dans lequel il trouvait les choses. Donc il fallait les remettre dans l'ordre alphabétique après. Donc, on va pouvoir installer notre 3DFX du coup. Donc on voit notre carte graphique qui est là. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter donc l'image de notre CD-ROM de driver, cette fois-ci. Hop, voilà, ISO driver. Et donc on va retourner à l'intérieur de notre fenêtre. On va faire propriété, pilote, changer de pilote. Oui, alors là on ne touche plus à rien. On clique juste une fois et on attend. Voilà. Et après il nous affiche autre emplacement. Si vous cliquez sur suivant, il va cliquer automatiquement sur terminer, donc il ne faut pas faire ça. Donc on va aller sur le CD chercher notre driver de 3DFX. Donc voilà, là c'est parce que le nom est trop long, donc il n'arrivait pas à le retrouver tout seul, donc on va lui indiquer à la main où ça se trouve. Et là, l'installation est terminée. C'est plutôt cool. Donc on laisse la machine rebooter. Donc comme d'habitude, hein, on commence à voir. Voilà. Ah. Et donc nous revoilà avec le whistle. Bon, ça on le ferme et puis on lui dit qu'on ne veut plus voir sa tronche. Voilà, comme ça c'est bon. Et puis on fera un petit peu de nettoyage tout à l'heure sur le bureau, c'est le bordel. Et donc on va installer DirectX 8, on va en profiter, comme ça ce sera fait. Ça va permettre de mettre à jour les drivers graphiques aussi au passage, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, ça s'installe. Alors je crois pas que ça soit la dernière version qu'on puisse installer de DirectX sur Windows 95, mais bon, celle-là fait le taf, hein, elle va permettre de faire tourner l'immense majorité des jeux qui étaient prévus pour cette plateforme-là. L'installation se passe sans problème, hein, voilà, on reboot, encore. Ça me fait penser d'ailleurs que si d'aventure vous deviez réinstaller une machine où vous avez plusieurs périphériques dont vous devez installer les drivers, vous n'êtes pas obligé de redémarrer à chaque fois, hein. Vous pouvez les installer, lui dire que vous ne voulez pas redémarrer, vous installez votre driver suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez au bout, vous faites le reboot à la fin. Moi j'ai jamais eu de soucis en faisant cette manip là, ça évite d'y passer 200 ans aussi parce que c'est quand même bien long à chaque fois, quoi. Ok. On va commencer par vérifier que notre 3DFX est bien reconnu, donc on voit qu'elle est bien là, le driver s'est bien installé. Et on va augmenter un petit peu la résolution et le nombre de couleurs, parce que bon, ma foi, on n'est pas des sauvages. Hop. Donc on n'a pas besoin de redémarrer hein, pour appliquer les paramètres, hein, pour les changements de résolution comme vous voyez. Donc voilà, on va faire ça. Et on va conserver tout ça. Hop, voilà, on remet la fenêtre au bon endroit pour que tout le monde puisse bien la voir. Hop. Et la petite surprise, donc on va copier notre répertoire et on va le mettre dans ces 2 points. On va se créer un répertoire jeu, hein, parce que bon, je ne le cache pas, hein, c'est un jeu, hein, c'était quand même un petit peu l'idée au départ. On va le coller là-dedans. Hop, ça va aller assez vite. Et vous allez pouvoir voir de quoi il en retourne. Donc on va lancer le setup pour voir si tout se passe bien. Et hey. Donc voilà, c'est la version démo pour 3DFX. Voilà, la version démo pour 3DFX de Tomb Raider. Donc, voilà, le setup est bon, apparemment on est tout bon. Bon, on va pouvoir lancer le jeu, quoi, il n'y a pas de raison.
Ah, et donc il y a un souci. Donc là, a priori, on a du son, mais on n'a pas l'image. Bon, on va redémarrer la machine alors. Écoute, on va essayer de fermer Tomb Raider pour voir ce que ça donne. Ouais, bon, bah, déjà il se laisse fermer, c'est déjà pas si mal. On va essayer de redémarrer, hein. C'est peut-être un problème d'installation de la 3DFX, hein, sait-on jamais. Donc reboot. Ça démarre. Et erreur de protection Windows. Vous devez redémarrer l'ordinateur. Bon, alors là je vous cache pas que j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir à la manière de procéder, puis j'ai fait autre chose. Donc j'ai fait une première fois la manip pour débloquer, donc je vais vous la remontrer, même si ça apparaît pas tout à fait comme ça en fait dans votre cas. Il vous proposera une fenêtre où il va vous proposer de démarrer en mode sans échec tout seul, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de le sélectionner. Donc ça, et par contre, il y a de fortes chances qu'ils vous le disent, hein, donc vous le laissez faire, hein, de toute façon ça va aller assez vite. Hein. On n'a pas grand-chose sur le système, donc ça va être assez rapide. Et donc la grande idée, en fait, ce qu'on va faire, et ce qu'il faut toujours faire d'ailleurs dans Windows, et ça reste même d'actualité maintenant, c'est quand vous avez vous avez installé un périphérique et que tout d'un coup, le fait de le lancer, ça fout la grouille, et vous faites quoi? Allez deviner. C'est très simple, hein. En fait, on va aller récupérer la dernière chose qu'on a installée, on la supprime, et on redémarre. Et on va laisser Windows en mode normal redétecter la carte. Et d'expérience, ça marche plutôt pas mal, et en fait, ça marchait même déjà à l'époque, hein. C'était comme ça qu'il fallait faire. Moi j'avais une configuration avec une Vodou 2, avec une Matrox Mystique. C'était une combinaison absolument impossible, qui fonctionnait pas très bien, mais qui pourtant était connue pour vraiment offrir le meilleur des deux mondes. Et vraiment, l'époque de Windows 95, on a du mal à se l'imaginer maintenant, mais c'était vraiment une époque où il fallait vraiment essayer pour trouver le bon ordre d'installation des drivers. On ne pouvait pas installer par exemple le driver de la 3DFX en premier et celui de la Matrox Mystique en deuxième. C'était l'assurance de tout casser Windows. Et donc en fait, à cette époque-là, je me souviens très bien que, vu qu'on expérimentait beaucoup, je réinstallais Windows à peu près tous les mois parce que je finissais par le dauber, alors qu'à l'époque on n'avait même pas internet, donc il n'était même pas question de télécharger des choses louches, mais juste en installant les jeux ou en installant les drivers ou des mises à jour, on finissait toujours par réussir à foutre le système en carafe, à être obligé de le réinstaller. Bon, enfin bref, allez, on va retourner dans notre jeu, on va voir si on réussit à lancer Tomb Raider cette fois-ci. Alors on croise les doigts. Et c'est pas si mal ça. Donc ça c'est l'écran pour ceux qui connaissent pas, c'est l'écran qui s'affichait au démarrage de tous les jeux 3DFX. Pour les 3DFX de première génération, il y a eu un logo différent dans un second temps. Donc là, écoutez, on est bien sur l'écran d'accueil de Tomb Raider, on va attendre que la démo se lance, hein, parce que j'ai pas envie de me ridiculiser. La démo le fait très bien toute seule. Et écoutez, ça a l'air de marcher plutôt pas mal du tout, hein. Il n'y a pas de bug, le jeu a bien la bonne vitesse, et ça encore une fois je peux vous le dire parce que je me souviens très bien quand il est sorti. Donc je pense que le contrat est tenu, on a réussi à tenir dans notre installation d'un système fonctionnel en moins d'une demi-heure, comme promis, donc je suis très content d'avoir pu faire ça avec vous. Comme toujours, hein, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, hein, ça fait plaisir, et puis ça permet de donner envie de continuer. Sur ce, je vous dis à la prochaine.